RFM Midi. Il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. Au sommaire, grève des travailleurs de la justice, le Sud-Just suspend le mouvement. Le ministère de la Justice s'engage à payer les primes. Statut du chef et chef de l'opposition, les forces politiques ne parlent pas le même langage. Vous entendrez les points de vue des uns et des autres dans le dossier du jour. Reprise des cours en présentiel dans les universités sénégalaises à partir de ce 1er septembre. Nous ferons le point avec nos correspondants à Saint-Louis et Bambey, ainsi qu'avec notre reporter à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Covid-19 au Sénégal, le deuxième jour consécutif sans décès liés à l'épidémie. Est-ce le début de la décrue, surtout à Dakar? Nous irons à Kédougou, où le district de Saraya a eu 5 cas communautaires. Le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. En France, Charlie Hebdo remet ça. Le journal a publié à nouveau les caricatures qui en avaient fait la cible des djihadistes en 2015. Une provocation inutile selon Bakary Sam. En Guinée, Alpha Condé va briguer un troisième mandat qui fait polémique dans le pays. Dans ce midi, la réaction du FNDC. Tout à l'heure, Georges, pour le détail de toutes ces informations. Les titres sport, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Lutte avec frappe, le poste du président du comité national de gestion de la lutte aiguise bien des appétits. Les spécialistes de notre sport national dessinent dans ce 12 heures le portrait robot du futur président. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi et Leonardo en mission commando pour faire venir le génie argentin dans la capitale française. Le développement de tous ces titres dans le journal des sports, Malal Junior Diagne. Koumba Sandiane Faye nous présentera l'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronews. Et puis il y aura notre rubrique Point de vue et nous évoquerons avec nos deux invités du jour la polémique autour du statut de l'opposition et de son chef. Souleymane Niang. Après 2 mois et demi d'un bras de fer sans merci entre le Sud-Just et le garde des Sceaux, le syndicat des travailleurs de la justice vient d'annoncer la suspension de son mot d'ordre de grève. Le ministère de la Justice s'est en effet engagé à payer les primes réclamées, entre autres revendications. Annonce faite ce matin lors d'un point de presse sous une réserve toutefois. Le Sud-Just accorde 1 mois au ministre de la Justice pour tenir parole. Voici le secrétaire général du Sud-Just, Maître Ayaboun Malik Diop, au micro de Mohamed Ali Mouba. Le style acharné de la lutte dénote d'un engagement sans faille des travailleurs de la justice à ne pas céder des acquis syndicaux arrachés après des années de lutte à travers des négociations collectives et de surcroît scellées par des décrets dûment signés par la première institution de la République. Cette opiniâtreté était l'unique moyen à la disposition des travailleurs de la justice contre une régression qu'une remise en cause de leurs acquis leur aurait infligée. En dépit de toutes les difficultés qui ont ponctué le différend entre les travailleurs de la justice et leur tutelle, il est heureux que le fil du dialogue soit renoué entre le ministre de la Justice et le Sud-Just. Cette reprise du dialogue a abouti à une décrispation probatoire de 96 heures qui arrive à son terme. Après une large concertation avec sa base, le Sud-Just a décidé de commuter la trêve en une suspension de son mot d'ordre de grève, le temps de permettre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de dérouler son engagement. Le Sud-Just suspend son mot d'ordre de grève et prend donc l'opinion publique à témoin des engagements que le ministre de la Justice a pris le 24 août 2020 devant et en présence d'illustres personnalités. Parlons maintenant de la reprise des cours dans les universités, des cours en présentiel dans les universités du Sénégal. Donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants ont répondu présents ce matin. Seul bémol, ils ne trouvent pas d'interlocuteurs. Les amphithéâtres sont fermés, les emplois du temps n'étaient pas disponibles non plus. Une situation déplorable selon les apprenants. Reportage Salimata Aou. Le hall de la faculté des lettres renoue avec son ambiance quotidienne.
La reprise des cours, c'est aujourd'hui, après des mois d'arrêt. Étudiante en licence 3, Fatima était enthousiaste, mais le décor de ce matin, elle ne s'y attendait pas. Bon, on est venu, mais apparemment, il n'y a pas de cours. On nous a dit d'attendre qu'on a fait les emplois du temps. Ouais. Je suis un peu déçue parce que je me suis levée tôt le matin pour venir ici. On dit qu'il n'y a pas de cours, il faut qu'on attende, etc. C'est pour ça qu'on est là. Tous les amphis sont fermés. Fatou a écourté ses vacances. Elle est originaire de la Casamance. Pour elle, tout était fin prêt pour la reprise. Oui, on a longtemps attendu. Surtout moi, j'ai quitté la Casamance pour venir jusqu'ici. Juste parce que je ne voulais pas rater le premier. Et je suis déjà très fatiguée parce que je suis arrivée avant-hier, je n'ai pas pu me reposer très bien. Donc, et arrivé là, on nous dit qu'on doit attendre. Et on sait même pas, il n'y a même pas de date. Donc on nous dit juste qu'il faut patienter pour attendre. En pleine discussion avec le secrétaire pour des informations, Tanguy Gora vient fraîchement de la France pour la reprise. Cet enseignant demande aux étudiants de patienter. Il ne reste que de petits détails. Je m'appelle Abdoukarim Tanguy Gora, je suis au département d'histoire. Bon, je sais qu'il a été programmé que les cours débutent aujourd'hui. Certainement les collègues sont là parce que moi je viens d'arriver. Donc voilà, il y a certains qui sont en réunion. Certainement c'est pour parler de la reprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que la reprise puisse se faire au mieux. Tout le monde n'a pas cours non plus aujourd'hui. Il y a des emplois du temps et puis les cours certainement c'est fait en fonction des anciens emplois du temps. Oui. S'ils sont là, ils peuvent être là sans qu'ils aient cours. Ça c'est possible aussi. La reprise des cours s'annonce timide dans cette faculté des lettres. Les étudiants demandent aux autorités universitaires d'accélérer la cadence car l'attente a été très longue. Voilà pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont décrété la non-reprise illimitée des cours et ils y ont ajouté 72 heures de journée sans ticket. Ils ne veulent pas d'un forcing des autorités universitaires qu'ils accusent de vouloir démarrer d'art les activités pédagogiques. Ils l'ont fait savoir par un communiqué. Mohamed Nabissila. Les cours n'ont pas effectivement repris à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis en a décidé ainsi par un communiqué. Ils ont dénoncé le forcing des autorités universitaires qui veulent coûte que coûte et vaille que vaille démarrer les enseignements. Une grève illimitée est en vigueur et du côté du campus social et des restaurants, 72 heures de journée sans ticket sont décrétées par ces mêmes étudiants qui campent sur leur position. Pour l'heure, aucune réaction des autorités n'est enregistrée devant cette nouvelle donne. À signaler que peu d'étudiants ont fait le déplacement malgré les assurances données par les autorités universitaires. Une situation à suivre de très près car des réactions sont prévues dans les prochaines heures. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Comme vous le savez, la reprise des cours en présentiel a été reportée à l'université Hassan Sek de Ziguinchor au 1er octobre prochain. Nous allons donc à Bambey pour rejoindre notre correspondant sur place, Babacar Diouf. Babacar Diouf, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, comment s'est passée la reprise en présentiel, le cas échéant d'ailleurs, à l'université de Bambey? C'est encore, Souleymane, le statu quo. Aucune décision n'a été prise. Les étudiants n'ont pas encore repris les enseignements. Pour le moment, ils sont en pourparlers avec les autorités universitaires à Alioune Diop. Aujourd'hui, à l'instant où nous vous parlons, les étudiants et les autorités universitaires sont en assemblée de l'université. Reprendront-ils ou non? Rien n'est encore sûr. Pour rappel, dans un communiqué rendu public le dimanche dernier, Souleymane, les étudiants avaient manifesté leur ferme décision de ne pas répondre à une reprise graduelle des enseignements. Jusque-là, les autorités universitaires n'ont pas encore fléchi. En effet, hier, lors de sa conférence de presse, le recteur et le directeur du CROUS sont largement revenus sur les conditions d'accueil des étudiants dans les campus sociaux et pédagogiques, mais il n'a jamais été question pour eux de parler de la reprise graduelle. C'est dire donc que c'est acté, les étudiants devront s'y conformer, sinon ils vont reprendre la grève qu'ils avaient déjà entamée avant l'arrêt des cours au niveau de ces universités, Souleymane. Merci Babacar Diouf qui était en direct avec nous de l'université de Bambey. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Démarrage du baccalauréat général demain 2 septembre. Plus de 150 000 candidats vont subir les épreuves sur l'ensemble du territoire. À Sédhiou, ils seront 4 924 répartis dans 18 jurys. Sur place, les autorités académiques déclarent que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'examen, surtout en cette période hivernale. Lamine Silla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, avec Max Euclide Kamfani. Nous sommes en plein dans les préparatifs du baccalauréat 2020. Nous avons au niveau de Sédhiou 17 centres, dont 2 centres secondaires. Nous avons 18 jurys et nous avons 4 924 candidats. Et ces 4 924 candidats sont répartis ainsi. Nous avons 3 059 garçons et 1865 filles. Aujourd'hui, au niveau en tout cas des centres, nous avons tout fait pour que le protocole sanitaire soit respecté. Nous avons demandé au chef de centre, donc au proviseur, de faire une nouvelle expression des besoins et ils l'ont fait. Et nous avons renforcé ces centres en termes de gel hydroalcoolique, en termes de masques, en termes de savon, en termes de javel. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas trop de problème. Nous avons aussi essayé, autant que possible, de loger les candidats dans des salles de classe qui ne suintent pas, puisque dans la région, il pleut beaucoup. Nous avons pris des dispositions nécessaires, quitte à délocaliser certains jurys pour qu'il n'y ait pas à ce niveau de perturbation au niveau des intempéries. En tout cas, pour le moment, nous sommes prêts. Nous attendons les présidents de jury qui doivent en principe arriver aujourd'hui. Et dès que ces présidents-là sont là, ils seront dans les différents centres. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Toujours dans l'enseignement secondaire, mais cette fois-ci au niveau social, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire régional de Fatick fustige la suspension du salaire d'un professeur d'éducation physique et sportive depuis le mois de février par l'inspecteur d'académie. Le syndicat menace de boycotter les examens du BFM. Aminata Goudiaby. D'après Katim Touré, le bras de fer entre l'inspecteur d'académie de Fatick et le SAEMS, syndicat qu'il dirige au niveau régional, commence en 2018, après le redéploiement d'un professeur d'éducation physique sportive. En 2018, un professeur d'EPS avait gagné au mouvement national un poste vacant à l'île de Mar. L'inspecteur d'académie actuel voulait le redéployer à Ndorong Serer, plus de 100 km de l'île de Mar, ce que nous n'avons pas salué. Ce bras de fer entre le SAEMS et l'inspecteur d'académie a duré, ce qui a abouti à l'intervention du CT1 du ministre de l'Éducation nationale et de l'IF de Diofior pour trouver un consensus de réaffectation du collègue à Marfafakou, à 3 km ou moins même 3 km de l'île de Mar, ce que nous avons salué. Sauf que le salaire du professeur de PS a été suspendu depuis plus de 7 mois maintenant, ce qui est illégal aux yeux de Katim Touré, le secrétaire général du SAEMS au niveau régional. Le salaire du collègue a été suspendu par l'inspecteur d'académie de Fatick depuis la fin du mois de février 2020. Moi, j'ai constaté qu'il y a un vice de procédure. L'inspecteur d'académie de Fatick n'a pas respecté la procédure de suspension de salaire d'un collègue. Le collègue n'a pas reçu une mise en demeure. Le SAEMS va boycotter les examens du BFM si la suspension du salaire de ce professeur n'est pas levée. Et nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de lever la suspension du salaire du collègue le plus rapidement possible. Sinon, nous, le SAEMS, nous n'excluons pas de boycotter le BFM au niveau de l'Académie de Fatick. Parce que l'injustice, c'est trop. Il faudra arrêter ces coupures de salaire qui n'ont aucun fondement au niveau de l'Académie de Fatick. L'inspecteur d'Académie de Fatick, Mamadou Nyon, lui, n'a pas voulu réagir à cette sortie de la section SAEMS de Fatick. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Toutes nos excuses pour la qualité du son de la narration dans ce sujet de Aminata Goudiaby. Évoquons maintenant l'arrestation de Alioune Sané de Y'en a marre et de 2 autres membres du même mouvement ce matin devant le siège d'Orange Sonatel. Ils y étaient pour déposer une lettre de protestation. Voici Kilifeu de Y'en a marre avec Amadou Sabarba. Veulent nous empêcher de déposer la lettre, mais on va déposer cette lettre. Il n'y a rien ou personne qui pourra nous empêcher de déposer cette lettre de protestation. Avec ce cordon de sécurité. Soit on passe sur eux ou ils passent sur nous. Mais on va déposer cette lettre. Ouais, let's go. Ici au siège, sur la veille, au siège d'Orange. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? N'est pas retenu quoi? N'est pas retenu. Donne-moi lettre. Lettre balaa jël. Allez-y, laissez notre mot. Laissez-nous. Allez-y, waa génn. Am naa droit jël suñu lettre. Jox ma lettre bi. Déposez la lettre.
Vous l'avez compris à travers ce son, Kilifeu qui a été également interpellé lors de cette intervention. RFM, la radio de toute l'actualité. Covid-19, une baisse des chiffres ces dernières 48 heures. Aucun décès n'est noté parmi les cas graves qui sont aussi dans une tendance baissière. Avec moins de 50 cas cette journée, les chiffres du jour semblent rassurants à Wambaye. Aucun décès lié au coronavirus. Le tableau du jour affiche 0 et c'est cette situation que l'on note depuis 48 heures. Un constat qui rassure, d'autant plus que le nombre de cas graves a chuté de 5 points. De 36, il passe à 31 aujourd'hui, donc moins de tension au niveau des lits de réanimation dans les différents centres de traitement des épidémies. Autre baisse qui ne passe pas inaperçue, c'est le nombre de cas positifs. 44 contaminations, c'est le bilan du jour, avec ces cas issus de la transmission communautaire. 18 hier, 18 aujourd'hui. Le décompte fait moins peur, même si cette situation montre quand même que le virus circule toujours dans la communauté. D'ailleurs, les spécialistes continuent de sensibiliser sur l'importance de maintenir le cap et de ne jamais céder au relâchement, même si les chiffres du jour continuent de montrer que la courbe de ces derniers temps suit une tendance baissière. Et puis Saraya a enregistré 5 cas issus de la transmission communautaire. Le gouverneur de Kédougou pense que que ça s'est passé dans une zone d'orpaillage. En plus, les mouvements lors de la dernière Tabaski ont contribué à cette situation. Mais Ndao se dit prêt, avec les populations, à entamer aujourd'hui la phase 2 de leurs activités de lutte. Il a été joint ce matin par Awambay. Bon, c'est pas les premiers cas communautaires de Saraya. Mais cette fois-ci, 5 ans en 7 jours, c'est vrai que ça fait un peu tilt. Donc, on avait déjà prévu, c'était déjà ficelé, un programme que nous avions avec notre partenaire SGO, qui opère dans la zone de Saraya, donc Sabodala précisément, qui nous avait appuyé suite à une requête pour faire ce qu'on appelle une deuxième phase de sensibilisation communautaire. Je pense qu'il nous faut beaucoup mettre l'accent sur le communautaire, comme nous, on avait démarré par ça avec les frontières, donc on va continuer sur ça. Maintenant, on a mis à contribution ce qu'on appelle les ODCAV, donc l'ensemble des ODCAV. On a mis à contribution les forces de défense et de sécurité aussi pour la répression, c'est vrai, mais aussi une sensibilisation dynamique. Mais surtout aussi, on a contractualisé avec les radios communautaires de la zone, 5 radios communautaires qui vont beaucoup nous aider dans ce qu'on appelle la démultiplication de la langue pour atteindre le maximum de cibles donc, dans cette zone. Mais en fait, c'est lié au fait aussi que Saraya est une zone frontalière, c'est-à-dire une zone d'orpaillage où il y a beaucoup de monde qui foisonne là-bas, de différentes nationalités. Avec aussi la Tabaski, on a reçu beaucoup de populations qui nous venaient d'ailleurs. Donc, on s'attendait donc à avoir un foisonnement de certains cas, quoi. Donc, à ce niveau. C'est pourquoi nous étions préparés à une riposte localisée, disons, au niveau de la zone de Kédougou-Saraya. Et nous pensons tout de suite maîtriser cette situation quand même. À 12h18, venons-en au dossier du jour, dossier politique avec cette question. Lorsque le dialogue national en cours aura adopté le statut de l'opposition qui sera le leader de la dite opposition au Sénégal. La question fait polémique au sein de la classe politique et même dans l'opinion. Sur l'échiquier politique, le parti PASTEF prévient qu'une loi sur le statut de l'opposition et de son chef ne saurait rétroagir. Quant au parti Réumi, il dit attendre la fin du dialogue politique et pour le PDS, le chef de l'opposition doit être issu de la majorité parlementaire. Sur tout cela, je vous propose le dossier réalisé par Binté Diallo. Pour le parti PASTEF, les Patriotes, l'Assemblée nationale est la seule institution jouissant d'une représentativité lui donnant la légitimité de se prononcer sur ce débat sur le chef de l'opposition, Aldou Massou, chargé des questions électorales au sein du parti PASTEF. La représentativité de l'Assemblée nationale est celle qui reflète le mieux les dynamiques en cours dans notre pays. Et à ce titre, elle constitue l'Assemblée nationale le lieu par excellence des débats démocratiques, des compromis, des accords et désaccords entre le gouvernement et l'opposition, notamment au moment du vote des lois. Enfin, nous proposons, comme le sont la plupart des délibérations qui sont faites dans la commission politique du dialogue national, que quel que soit l'échelon ou l'élection qui sera considérée, qu'elle soit l'élection présidentielle ou les élections législatives, que cette réforme-là respecte le principe de la non-rétroactivité des lois qui signifie
qu'une nouvelle loi ne peut pas régir des faits qui lui sont antérieurs. Pour Toussaint Manga, député libéral, porte-parole du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, il est plus pertinent que le chef de file de l'opposition émane du groupe de l'opposition le plus représentatif à l'Assemblée nationale. Toussaint Manga précise tout de même donner son point de vue sur la question, étant donné que son parti ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet. Les représentants du peuple ont un contrat avec la nation et de prendre à ce niveau celui qui doit incarner le statut du chef de l'opposition. Parce que c'est à l'Assemblée nationale où se discuteront les questions qui intéressent les Sénégalais. C'est à l'Assemblée nationale où se discuteront les questions qui intéressent notre économie. C'est à l'Assemblée nationale où se discuteront les questions qui intéressent notre démocratie. Un chef de l'opposition qui vient en deuxième aux élections présidentielles ne peut en aucun moment décider à la place du groupe de l'opposition qui est à l'Assemblée s'il n'en est pas le chef. Au parti Réumi, idem, on préfère attendre l'issue du dialogue politique sur la question du chef de l'opposition. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Diop. Rebonjour Souleymane Niang. En France d'abord, Charlie Hebdo remet ça. Le journal publie à nouveau les caricatures qui en avaient fait la cible des djihadistes en 2015. Nous ne nous coucherons pas, nous ne renoncerons jamais, justifie le directeur de l'hebdomadaire satirique. Le journal a repris les caricatures sur sa page de couverture et est accessible en ligne depuis 10 heures, même s'il sera en kiosque demain mercredi, jour de l'ouverture du procès de l'attentat qui a fait 12 victimes de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la republication de ces caricatures? Question que nous avons posée à Bakary Sam, directeur de Timbuktu Institute. Cette republication arrive à un moment où l'on s'achemine vers le procès de cet attentat malheureux qui était condamnable à tous les points de vue. Mais aujourd'hui aussi, il est tout aussi condamnable ces actes de provocation à un moment où le monde est empêtré dans une crise et dans une pandémie sans précédent, où on risque de voir ressurgir les nationalismes, les populismes et les extrémismes en tout genre. Le fait que Charlie Hebdo choisisse ce moment pour publier ces caricatures qui heurtent la conscience des musulmans et même d'autres est un acte de provocation qui était inutile à mon avis, car le monde aujourd'hui a d'autres préoccupations et que cela risque de réveiller les extrémismes en tout genre et les extrémismes de tous bords. Il faut être extrêmement prudent dans ce moment-là crucial pour l'avenir de l'humanité et pour la paix mondiale, de republier de tels dessins qui heurtent la conscience de croyants et de milliards d'individus dans le monde. Et je crois qu'il faut condamner cela et il faut aussi appeler à une retenue et que l'on ne fasse pas le jeu des extrémistes qui sont de tous bords et qu'aujourd'hui le monde dans son entièreté a besoin vraiment d'autre chose que de cette provocation inutile, tendancieuse et qui peut compromettre la paix au niveau international. Le procès va durer plus de 2 mois selon les observateurs. 14 individus dont 3 absents vont être jugés devant une cour d'assises spéciale. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Saïd Kouachi, Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly. Le procès devait se dérouler à partir du mois de mai dernier, mais il a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Parlons maintenant des préparatifs de la concertation nationale au Mali. Consultation tous azimuts. Le Comité national pour le salut du peuple va rendre disponible et très prochainement l'avant-projet des termes de référence pour l'organisation de ces assises nationales sur la transition. C'est ce l'annonce a été faite hier à l'issue d'une rencontre entre la junte et une partie de la classe politique. On prit part à cette rencontre les responsables d'une dizaine de partis politiques membres de la coalition Ensemble pour le Mali. En Guinée, il n'y a plus aucun doute maintenant. Alpha Condé va briguer un 3e mandat. Oui, Alpha Condé est officiellement candidat en 3e mandat lors du scrutin présidentiel prévu le 18 octobre prochain. Selon un communiqué de son parti, le RPG, le chef de l'État a accédé à la demande de ses soutiens d'être leur candidat à l'élection présidentielle. Depuis plusieurs mois, l'éventuelle candidature d'Alpha Condé à un 3e mandat a cristallisé les attentions dans le pays. Réaction d'un membre du FNDC, le Front national de défense de la Constitution. Omar Silla a été placé sous mandat de dépôt en avril dernier pour diffusion de fausses nouvelles tentatives de déstabilisation du régime. Il est sorti de prison il y a juste une semaine. Il parle d'abord de son élargissement. Nous l'avons joint à Conakry.
C'est un sentiment de satisfaction à partir du moment que c'est la vérité en quelque sorte qui a triomphé sur le mensonge, la justice qui a triomphé sur l'injustice et le bien qui a triomphé sur le mal. Donc pour le peuple de Guinée, c'est une grande victoire, une victoire qui va continuer jusqu'à la victoire finale que le peuple aura face à l'oppression. Alors, quel commentaire sur la candidature annoncée de Alpha Condé pour un 3e mandat? Bon, vous savez, lui-même, Michel Alpha Condé, il est très hésitant. Et il sait que ce chemin, c'est un chemin interdit de la démocratie. Alors, il sait que le peuple de Guinée, aujourd'hui, dans sa globalité, est opposé à ce projet de 3e mandat. Donc, ça fait que l'information ne vient pas de lui directement. C'est son parti politique, le RPG Arc-en-Ciel, qui a donné la nouvelle en disant ceci, que le président Alpha Condé a accepté leur demande qui est vraiment contraire à la démocratie. Donc, c'est la volonté jusqu'à présent du RPG Arc-en-Ciel, mais jusqu'au moment où je vous parle, le président quand même est hésitant. Lui, il ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Et tous les indicateurs montrent que le président Michel Alpha Condé est en train de mettre tout en place pour qu'il puisse se représenter pour une 3e fois, pour un 3e mandat. Mais il doit savoir aujourd'hui que le peuple de Guinée vraiment est opposé à ce projet du 3e mandat. Donc il doit se mettre en évidence et renoncer à ce projet du 3e mandat pour le salut de la République. Et c'est la fin de cette page inter, Souleymane. Merci à vous, Georges Détié Diop. Il est 12h26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À point de vue, aujourd'hui, nous évoquerons avec nos 2 invités du jour la polémique autour du statut de l'opposition et de son chef. Il s'agit de Pape Amadou Fall, journaliste directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, et Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. À tout à l'heure donc pour Point de vue. Dans un instant, le journal des sports. RFM Sport. Bonjour, Malal Junior Gagne. Bonjour Souleymane. Lutte avec frappe, le poste de président du CNG est au centre de l'arène. Depuis qu'on a annoncé le départ de Alioune Sarr, nombreux sont ceux qui se sont manifestés pour donc occuper ce poste de président du comité national de gestion de la lutte. Mais le ministre, dans une sortie, a annoncé que c'est donc le ministre lui-même ou le ministère qui choisit le futur président. Mais quel est le profil de celui qui devra succéder à Alioune Sarr? Abdoulaye Maron, spécialiste de la lutte sénégalaise, répond à cette question. Remplacer le Dr Alioune Sarr à la tête du CNG n'est pas facile. Pour ce faire, il faut un homme de valeur et de qualité. Être cultivé, expérimenté, ouvert, disponible, déterminé, avoir un bon entourage. Diriger le CNG n'est pas facile. Cette structure a une durée de 26 ans, 1994-2020. Avant le CNG, il y a eu pas mal de structures de prise en charge de la lutte. Le CNP, Comité national provisoire, CNPLA, le CACLAF qui a été dirigé par le ministre Abdoulaye Makhtar Diop qui a fait un bon travail. Travailler avec le monde de la lutte, diriger le monde de la lutte, donner une satisfaction à tout le monde n'est pas une chose facile. Il faut un homme déterminé, un homme de confiance, un homme disponible et un homme qui sait écouter les gens. Football. Et en dehors du Sénégal, Messi au cœur des préoccupations des dirigeants du club de la capitale française. Le génie argentin bat tous les records de consultation sur Google. Après Manchester City et l'Italie, les dirigeants du Paris Saint-Germain entrent dans la danse pour essayer de le faire venir en France. Après la libération de Edmilson Cavani et de Thiago Silva, les dirigeants qataris Nasser El Khelaifi et le Brésilien Leonardo veulent mettre en place un plan pour le faire venir, pour compléter le trio offensif Neymar, Mbappé et Messi. C'est le rêve désormais des dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain sur la liste. Il y a d'autres clubs, mais également d'autres actualités liées à Messi. Sur les tables, nous résume tout cela. Déjà absent des tests prévus dimanche dernier, Lionel Messi n'était pas présent au centre d'entraînement du FC Barcelone pour la reprise hier. Le Paris Saint-Germain aurait mis le frein sur tous ses autres dossiers pour se pencher clairement sur la faisabilité de l'opération Messi. Lionel Messi représente plus qu'un enjeu sportif pour les Qataris, encore plus lorsque c'est le concurrent émirati à Manchester City qui se distingue comme le grand favori pour arracher la pulga au Barça. On annonce même que Manchester City
City est déjà d'accord financièrement avec le père du joueur. Le FC Barcelone va entrer dans la deuxième phase du feuilleton Lionel Messi. Demain mercredi, le père du joueur devrait rencontrer Josep Maria Bartomeu. Le père et représentant de l'Argentin aurait comme intention de faire savoir au président du FC Barcelone que Messi veut partir cet été. À Manchester City, il n'y aurait pas d'offre pour Messi. Les dirigeants des Sky Blue considérerait qu'il serait absurde d'en faire une tant que la question contractuelle ne serait pas réglée entre le clan Messi et le FC Barcelone. Selon les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo, le président du club catalan a été convaincu par ses experts juridiques permettant à l'attaquant de partir librement avait expiré le 10 juin. Il aurait l'intention de lui proposer une prolongation alors que le père du joueur attend de discuter les conditions de son départ. Nous allons terminer avec un autre départ, cette fois-ci annoncé et qui sera très prochainement acté, celui de Arturo Vidal du FC Barcelone. Le joueur va s'engager avec l'Inter de Milan. Des accords ont été trouvés concernant le salaire du joueur et les nombres d'années au contrat. Seule chose à attendre donc, la validation de son départ librement du FC Barcelone. Arturo Vidal donc qui va troquer son maillot blaugrana pour celui noir et bleu de l'équipe de l'Inter de Milan. Merci Malal. Merci Suleiman. Gagne. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Accueillons à présent Koumba Sandiane Faye pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde Coronos. Ce mardi 1er septembre, le Sénégal n'a pas enregistré de cas de décès liés à la Covid-19, ce qui fait que le nombre de décès au total reste 284. Mais 44 nouvelles contaminations ont été déclarées. À ce jour, donc, le Sénégal compte 13 655 cas de coronavirus. Au Sénégal, les étudiants vont reprendre le chemin des amphis dès ce mardi. Les étudiants de l'ensemble des universités et les autorités universitaires ont signé un protocole d'accord où il est question de la reprise en présentiel ce mardi avec respect du protocole sanitaire, mais aussi tenir compte des spécificités de la faculté de médecine FASTEF ainsi que des écoles et instituts dont le plan cadrage validé par l'Assemblée de l'université. Covid-19, comment la maladie évolue dans le monde. En France, alors que le port obligatoire du masque à l'extérieur s'est étendu à certaines grandes villes comme Paris et Marseille et dans de nombreuses stations balnéaires, la règle s'appliquera aussi désormais dans les entreprises à compter de ce 1er septembre. L'annonce a été faite par la ministre du Travail dans un contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19 dans ce pays. Le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre de patients en réanimation connaissent une sensible hausse. Toujours en France, après les professeurs ce lundi, c'est au tour des enfants de faire leur rentrée scolaire ce mardi. Un retour sur les bancs de l'école forcément particulier. La France a enregistré au cours de ces dernières 24 heures 3082 nouveaux cas d'infection. Covid en France toujours. Le laboratoire français Sanofi a annoncé ce mardi que l'essai clinique international de phase 3 qui testait l'efficacité de son médicament Kevzara, dont le traitement des formes sévères de Covid-19 n'avait pas donné de résultats concluants, c'est-à-dire l'étape de test massif n'a pas atteint son critère d'évolution principal ni secondaire. Cet essai a inclus 420 patients. La Covid-19 continue de retrouver des niveaux inquiétants en Espagne où les restrictions se multiplient. Le Pays Basque, en Espagne toujours, a notamment imposé l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. La fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue ont aussi été étendues à de nouvelles régions d'Espagne. Quand certaines restrictions sont imposées, ailleurs, d'autres sont levées. En Belgique, les élèves de la région flamande sont autorisés à retourner à l'école dès ce 1er septembre. Les élèves de la 3e à la 6e année de l'enseignement secondaire devront en revanche rester chez eux la moitié du temps. Mais à retenir que l'OMS prévient, je cite, la planète est encore loin d'avoir atteint le niveau d'immunité nécessaire pour imposer le coronavirus de circuler. Fin de citation. Et toujours selon l'OMS, dans la région Asie-Pacifique, la maladie serait actuellement propagée par des jeunes qui parfois ne savent pas qu'ils sont contaminés. L'OMS appelle au dialogue avec les anti-masques. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a appelé les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques dont le continent asiatique en Chine. Hong Kong lance ce mardi une vaste campagne de dépistage gratuit et sur la base du volontariat à laquelle un demi-million de
hongkongais se sont déjà inscrits malgré la méfiance suscitée par l'implication de médecins et d'entreprises de Chine continentale. Plus de la moitié des 141 points de tests répartis dans toute la ville, notamment dans les écoles et les stades, affichent complet pour leur premier jour d'activité. Ce mardi, la pandémie de coronavirus a fait plus de 847 500 morts dans le monde et infecté plus de 25 300 000 de personnes, selon un bilan établi à partir de sources officielles. Les États-Unis restent toujours le pays le plus touché, autant en nombre de morts que de cas, avec 183 068 morts et plus de 6 millions de personnes contaminées, selon l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 120 828 morts, l'Inde, le Mexique. Ensuite vient le Royaume-Uni avec 41 501 cas de décès. Ce mardi, la Russie a franchi la barre du million de contaminations au coronavirus. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 1er septembre 2020, lue et commentée par Georges Détidiop. Gouvernement, travailleurs de la justice, la paix des braves. Oui, la paix après 71 jours si l'on se fie au journal Le Soleil. La fin donc d'un long bras de fer. Le quotidien gouvernemental affirme, sur la base d'informations de sources dignes de foi, que les protagonistes ont fini par fumer le calumet de la paix. Leurs échanges formels et informels durant les dernières 96 heures, surtout le week-end, auraient été déterminants et fructueux, et il ne serait pas surprenant que le SYTJUST annonce ce mardi la suspension de sa longue grève de plus de 2 mois et que, selon mon confrère, dans les 48 heures, un organe chargé de concrétiser tous les points d'accord soit mis en place par le garde des Sceaux. Son rôle et sa mission, indique Le Soleil, mettre tout à plat et présenter au gouvernement des textes adéquats pour prendre en charge les réclamations justifiées du SYTJUST qui préserverait les intérêts de l'État. En attendant, dans le secteur de la justice toujours, Tribune apprend que l'Union des magistrats sénégalais a bel et bien reçu sa subvention annuelle de 40 millions de francs CFA. L'UMS, qui avoue cette réception, a envoyé un mail à tous ses membres pour les informer de la réception de cette subvention. Dans le monde de l'enseignement supérieur, la reprise des cours, c'est aujourd'hui, 1er septembre. Rentrée sans protocole, pointe le quotidien. Sans le chiffre, bien sûr, en référence au protocole sanitaire. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, selon mon confrère, le rectorat et les étudiants parlent le même langage après les divergences sur la reprise graduelle. Tout le contraire à l'UGB où l'ambiance est déjà délétère. À Bambey, le quotidien informe que le recteur a apaiser les craintes en insistant sur les dispositions prises avec la mise en place d'un protocole strict pour encadrer le retour des étudiants dans les amphithéâtres après un arrêt de près de 6 mois. Durant cette période, le secteur hôtelier a été affecté par la pandémie du coronavirus. Il continue de l'être d'ailleurs. L'Obs souligne que le secteur est plongé dans une crise profonde avec des milliers d'emplois en jeu. Et devant cette situation, les DRH des établissements ont tenu le 26 août dernier une réunion d'évaluation. À ce propos, Moustapha Khan a confié à l'Observateur que l'ensemble des DRH ont tous confirmé que si la situation persiste et qu'il n'y a pas de changement sur l'autorisation des vols commerciaux au niveau de l'espace Schengen, on va vers la fermeture pure et simple de plus de la moitié de leurs établissements. Et cela veut dire que, selon lui, il y aura des licenciements massifs. Le coronavirus et les événements religieux, enquête indique que l'idée d'un Magal chez soi fait son chemin. Mon confrère souligne que le comité d'organisation a réagi aux documents de l'équipe du docteur Cheikh Sokhna qui conseille le Magal chez soi. Il poursuit ses préparatifs et s'en remet au nigel du Khalif général des Mourides. Quant aux habitants de Touba, eux, ils sont partagés. En politique, cette rivalité Idi Sonko dont l'Observateur fait état. Mon confrère affirme que le choix du chef de l'opposition a mis en lumière la vraie nature des relations Idrissa Seck, Ousmane Sonko, deux gros calibres de la politique sénégalaise, candidat à la succession de Macky Sall. Toujours à propos du statut de l'opposition et de son chef, l'AS se fait l'écho d'un communiqué de PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, qui se démarque totalement de certaines prises de position du pôle de l'opposition. PASTEF démasque une opposition qui entretient des relations coupables avec le pouvoir. En effet, PASTEF n'a pas apprécié le compte-rendu qui a été fait de la réunion dimanche dernier du Front de résistance nationale. Le FRN qui, par ailleurs, durcit le ton si l'on s'en tient au quotidien LAS. La structure garde toujours son œil sur ses revendications, même celles qui sont les plus vieilles
et non moins importantes, comme la désignation d'une personnalité neutre pour organiser les élections dans le pays, renseigne le quotidien LAS. Pendant ce temps, le Témoin s'arrête sur le cumul chef de l'État et de parti, principal point d'achoppement du dialogue politique. Un faux débat selon le journal qui soutient que cette exigence d'une partie de la classe politique éclipse les vrais enjeux comme le bulletin unique et une vraie commission électorale indépendante. Ce dossier dans l'info, il est relatif à la floraison des cliniques privées. Le journal relève que face à un déficit criant de l'offre publique des soins, les établissements privés poussent et fleurissent comme des champignons dans le paysage médical, ce qui, aux yeux de mon confrère, contribue à une meilleure offre de soins. Boom de cliniques privées, problème ou solution, c'est aux pages 4 et 5 de l'info. Dans Source A, la teneur du certificat médical de l'activiste Ardoning qui accuse la gendarmerie de torture. Pas de fracture osseuse, pas de plaie, ni d'égratignure. Résultat facsimilé du document à l'appui, seule une incapacité temporaire de travailler de 5 jours a été délivrée aux plaignants. Source A qui rapporte sous un autre aspect les propos du ministre des Sports, Matarba. Les Échos aussi. Il se prononce sur le débat sur la présidence du CNG, la guéguerre au sein de la famille du basket. À la une du journal Les Échos, Matarba confie que tout ce qui se dit sur le CNG n'est que spéculation et l'on n'a jamais annoncé le départ de qui que ce soit. Le départ annoncé de Kalidou Koulibaly de son club, Record et Stade informent que Koulibaly est d'accord avec City et attend l'aval de Naples. Edouard Mendy, lui, est annoncé avec insistance à Chelsea. Mais Stade se pose la question de savoir s'il pourra concurrencer Kepa. En tous les cas, Peter Cech déclare que personne n'abandonne Kepa. Le journal Record, lui, s'arrête sur le feuilleton Lionel Messi. Les chiffres de l'opération, selon le journal, 328,2 milliards de salaires sur 5 ans, 163 milliards de primes de signature. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h41, bienvenue à Point de vue. Nous évoquons avec nos deux invités du jour la polémique autour du statut de l'opposition et de son chef. J'ai nommé Pape Amadou Fall, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Pape Amadou Fall, bonjour. Allô, Pape Amadou Fall, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, chers confrères, nous allons donc discuter de cette polémique autour du statut de l'opposition et de son chef. Et d'abord, la première question à vous, Mamadou Sy Albert. Pourquoi cette question du statut de l'opposition, mais plus particulièrement celle du chef de l'opposition, suscite-t-elle autant de passion, d'après vous ? Je crois que c'est ce qui fait débat au niveau de l'opposition, c'est le chef. Malgré l'appartenance à la mouvance de l'opposition, chaque parti se positionne. Chaque parti aimerait bien que son chef soit le chef de l'opposition. Et également, c'est un statut qui mettrait le chef de parti en bonne position par rapport à la conquête du pouvoir. Ce sont ces enjeux-là qui font que chaque parti veut que son chef soit le chef de l'opposition, mais également, je crois qu'il y a une bataille d'opinion, que de la représentativité, ça donne beaucoup plus de force à l'image du parti, à l'image de son chef, et être vu par l'opinion comme le chef. Bon, ça, c'est des enjeux d'opinion. Autrement dit, les avantages monétaires et non monétaires ne seraient pas, disons, des éléments importants pour vous, contrairement à ce que certains pensent, parce qu'on parle quand même d'une cagnotte de 2 milliards dans certains scénarios, un budget de 2 milliards qui serait mis à la disposition du chef de l'opposition. Oui, l'argent aiguise. L'argent aiguise les conflits entre les partis. Donc, c'est le contrôle des ressources publiques qui aggrave la tension, les conflits entre les partis. Et je crois que effectivement, ça ne facilite pas la recherche d'une solution politique consensuelle. Chaque parti aujourd'hui, en tout cas les grands partis, veulent être
à la tête de l'opposition, mais également avoir des moyens financiers à contrôler, à gérer. Je crois que les deux sont liés. Pape Mamadou Fall, en tous les cas, le débat fait rage quant aux critères de désignation du chef de l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit la pomme de discorde qui va encore ouvrir une brèche sur le front de l'opposition devant le parti au pouvoir et qui va contribuer à fragiliser la dite opposition? Écoutez, je vous remercie. Je pense que la brèche existe déjà. Dès lors que c'est depuis 2016, quasiment, que l'on a dans notre constitution cette information qui est extrêmement importante du chef de l'opposition. Mais qui nous sommes allés à l'élection présidentielle en 2019. Nous connaissons la liste. Macky Sall, Idriss Seck, Sonko, etc. Cela ne tranche pas le débat. Parce que tout simplement, quand vous allez dans la Constitution, on ne vous définit pas qui pour choisir le chef de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on est deuxième à l'élection présidentielle qu'on vous dira que oui, vous êtes l'opposant naturel, l'adversaire naturel de Macky Sall. Parce que cela va se revendiquer. Sur quels critères? Cela n'est pas écrit dans notre Constitution. Les élections législatives devraient permettre peut-être également de pouvoir dire oui, ce sera le Parti démocratique sénégalais qui a eu le plus de sièges lors de ces dernières élections législatives. De sorte que l'on doit considérer aujourd'hui qu'une relecture de la Constitution sénégalaise devrait permettre vraiment de dépoussiérer, d'enlever toutes les toiles qu'il y a autour de cette question pour que l'on puisse avancer et véritablement avancer sur la question. Mais aujourd'hui, je serai un chef de parti, même si je suis arrivé avant-dernier lors de l'élection présidentielle ou de législative, pour me donner de la visibilité, je peux ajouter la question pour dire non, je m'oppose parce que moi-même, je peux être le chef de parti. Donc, il y a un enjeu extrêmement important autour de cette question, c'est que véritablement, l'on pinaille là-dessus, et je pense que la démocratie sénégalaise vaut mieux que ça. Oui, mais après avoir dit cela, est-ce que vous pensez que les différents camps, les différentes positions peuvent finalement être rapprochées et qui pour le faire? Je pense que c'est justement ce qui nous renvoie au dialogue national. C'est dans ce cadre que les acteurs devraient pouvoir vraiment se positionner, grandir davantage pour dire soit nous laissons le soin à l'Assemblée nationale de désigner le chef de l'opposition, ou alors c'est dans l'élection présidentielle que l'on pense pour dire celui qui vient après Macky, parce que ce n'est pas le président de la République qui va désigner son principal opposant. Ce sont les faits. Ce sont les faits. C'est après sortie des urnes que l'on peut dire, considérer, et c'est celui-là qui est derrière le président de la République qui a été élu. Et de ce fait, on dirait, oui, c'est son opposant naturel. Si ce débat n'est pas posé de cette manière-là, on voit difficilement les uns et les autres faire des concessions. Et nous allons continuer de tourner en rond, alors qu'il faut le dire véritablement, même si ce n'est pas un débat crucial, ça demeure vraiment un débat important. Très bien. Mamadou Sy Albert, entre les partisans du chef de l'opposition issu de la majorité parlementaire dans un régime qui est quand même présidentialiste et ceux qui prônent la désignation du candidat arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle avec le risque de nommer comme chef ou de désigner comme chef de l'opposition, par exemple, un candidat indépendant qui n'a pas d'attache politique traditionnelle. Y a-t-il un juste milieu d'après vous? Je crois qu'il y a un juste milieu à partir du moment où, comme tu l'as dit, on est dans un régime présidentiel. Il faut aller vers une cohérence du système institutionnel. La cohérence voudrait que le président de la République, il est élu à un suffrage universel. Le chef de l'opposition, il doit être élu par un suffrage universel. C'est ça qui permettrait
aujourd'hui à donner une cohérence du système. On a un président élu démocratiquement, on a un chef de l'opposition élu démocratiquement par le même peuple souverain. Je crois que c'est ça qui est beaucoup plus, qui irait dans le sens d'une meilleure lisibilité politique du jeu. Et ça va stabiliser davantage le rapport de force entre le pouvoir, le pôle du pouvoir et le pôle de l'opposition. Sinon, si vous basculez dans le choix à partir de l'Assemblée, vous restez dans l'instabilité. Tout le monde sait comment le régime présidentiel il fonctionne. Depuis 60 jusqu'à nos jours, le président contrôle l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Si vous désignez le chef de l'opposition à l'Assemblée, la majorité, elle fonctionne de manière mécanique. Le jour que la majorité ne sera pas d'accord avec ce chef de l'opposition, mais ils vont le balayer. Donc je pense qu'il faut vraiment que les gens voient que la loi qu'on devrait faire, elle ne doit pas être faite parce qu'on a des affinités avec tel chef, tel parti, tel candidat. La loi, elle n'est pas faite sur la base d'affinités. Alors, il nous reste vraiment 30 secondes. Une question avec une réponse en un seul mot. Le sujet du chef de l'opposition est un vieux sujet. Même Abdou Diouf y a travaillé. Des experts comme le professeur El Hadj Mbodj ont également travaillé sur le sujet. Est-ce que vous pensez vraiment que la question sera vidée lors de ce dialogue national, oui ou non? Non, je ne crois pas. Très bien. Alors, même question à Pape Amadou Fall. Je ne pense pas. Je ne le crois pas. Très bien. Je ne pense pas que le dialogue puisse revenir la question. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof.